Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous sommes à Saint-Pétersbourg en marge du Forum économique international et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Alexei Pouchkov, président de la Commission pour l'information et les médias du Conseil de la Fédération de Russie, la Chambre haute du Parlement russe. Monsieur Pouchkov, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est à moi. Merci beaucoup. Nous enregistrons cette interview en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se tient tous les ans depuis 1997. La situation dans le monde a radicalement changé quelques fois depuis cette année-là, notamment ces deux dernières années. Donc, d'après vous, quelle est l'importance de ce forum en 2024 ? Je pense que l'importance de ce forum est de démontrer que la Russie reste un pays avec beaucoup de potentiel économique, intellectuel, scientifique, et de relations entre les gens, et que la Russie attire toujours un grand nombre de participants qui viennent du monde entier. Ce forum, bien que un nombre d'États se trouve sous une grande pression des États-Unis surtout et d'autres membres de l'Alliance occidentale. Néanmoins, beaucoup de représentants de ces pays sont déplacés pour Saint-Pétersbourg pour avoir des pourparlers avec leurs collègues russes, pour signer des contrats internationaux, pour suivre les sessions où se sont déployées des discussions importantes sur le futur du monde, sur le commerce international, sur les possibilités d'investissement en Fédération de Russie. Et bien sûr, pour suivre la séance plénière avec le président Poutine, qui est sans aucun doute la star numéro 1 des médias internationaux, avec des signes différents. Ça dépend des médias, des signes plus et minus, mais de toute façon, il est au centre même de toute la presse occidentale qui mène une campagne contre la Russie. Donc, son discours et aussi la réponse aux questions sur les problèmes aussi de la relation avec l'Occident, qui est vraiment très très négative aujourd'hui, sur le futur de cette relation, sur même la probabilité d'une grande guerre entre la Russie et l'Alliance occidentale. Ça a beaucoup d'importance pour le monde entier, pas seulement pour la Russie et ses adversaires aux États-Unis et en Europe. Donc c'est aussi un grand événement politique. Et je pense que c'est surtout ce côté politique qui a été remarqué par les médias internationaux. Et quand je dis internationaux, je parle des médias du Chili jusqu'au Japon et du Canada jusqu'en Australie. Vous voyez, je veux dire que le monde entier a définitivement suivi les idées principales qui ont été évoquées par le président Poutine. Donc, je pense que ce forum n'a pas trahi sa tradition. Aussi, on avait ici, avec le président russe, les chefs d'État de la Bolivie et du Zimbabwe, deux grands continents aujourd'hui où il y a une très grande compétition pour la présence, pour l'influence, pour les investissements entre les grands joueurs de la scène internationale. Et donc, les représentants du continent africain, c'est 54 pays, je pense, et de l'Amérique latine, qui devient aussi un grand marché, et aussi a un rôle politique nouveau dans le monde, en tant que centre alternatif au centre traditionnel. Je pense que leur présence a aussi aidé à cette image du forum comme une grande venue internationale. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez mentionné les invités qui sont venus des États-Unis et de l'Union européenne. Moi aussi, je parlais avec quelques invités de la France. Cette année, ils le font plutôt d'une manière discrète. D'après vous, viendra-t-il un jour
où les représentants, les invités des pays occidentaux reviendront, pas d'une manière discrète, à ce forum. Je parle bien sûr d'une possible amélioration de relations entre la Russie et l'Occident. Alors là, c'est une question pour 100 000 $ parce que personne ne connaît la réponse. Et je dois vous dire que quand l'Union soviétique s'est engagée dans la guerre froide qui lui a été proclamée par l'Occident en 1947, après le fameux discours de Winston Churchill sur le rideau de fer qui s'est, d'après lui, abattu sur l'Europe. Et donc cette guerre froide a duré 40 ans. Nous, on est à la 3e année de cette crise monumentale, mais même si on compte depuis 2014, quand les premières sanctions ont été appliquées à la Russie, ça fait une dizaine d'années. Donc, si l'histoire sert à quelque chose pour nous démontrer la longévité possible d'une crise internationale, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne vois pas pour le moment de breakthrough, je ne vois pas de sortie d'issue de cette confrontation qui nous oppose à l'Alliance occidentale. Et donc, tant qu'il y a confrontation, je pense qu'avec peut-être des variations, mais tout de même, la présence des représentants des pays de l'Ouest va être pas très importante. Et ceux qui viendront essaieront de tenir un profil bas pour ne pas être réprimandés et attaqués dans leur pays. Et je dois vous remarquer que, bien sûr, l'image aujourd'hui que donne l'Occident, qui poursuit, où on poursuit les gens pour leur opinion politique, parce qu'ils ont une bonne image de la Russie, parce qu'ils se prononcent pour de bonnes relations avec la Fédération de la Russie, c'est vraiment en grand décalage avec la tradition démocratique et pluraliste de l'Occident. En Europe, à mon avis, dans la plupart des pays, il n'y a plus de pluralisme. C'est fini. Vous devez penser d'une certaine manière. C'est plutôt une société libérale totalitaire qui est en train de s'établir. Et tous ceux qui pensent autrement, ils sont soupçonnés. C'est un peu comme vous devez être absolument pour les mariage du même sexe. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous êtes suspecte. Hein, vous pensez autrement. C'est un monde orwellien. Ça me rappelle 1984 par George Orwell. Parce que c'est épatant comment, en 20 années, une société irritée, aussi par ses problèmes intérieurs, une société conflictuelle, et une partie de cet agacement, de cette irritation sociale est dirigée vers la Russie parce que, voilà, the bad guy, c'est les mauvais garçons, il faut les punir, il faut les haïr, il faut les éloigner. Et tous ceux qui essayent tout de même de conserver quelques relations avec la Russie, ils courent un certain risque de perdre leur travail, par exemple, ou de ne pas avoir accès à leur compte bancaire. Pour répondre à votre question, je dirais que sans une détente au moins relative, qui peut être la suite d'une pause dans les actions militaires, surtout. Sans une détente pareille, je ne vois pas de grandes perspectives pour le forum de servir de cette plateforme de contact et de coopération entre la Russie et l'Occident, plateforme que ce forum a été autrefois. Mais bien sûr, il ne faut pas désespérer. La guerre froide, elle a terminé à un certain moment, donc je pense que cette guerre de glace, comme je l'appelle, parce que je la trouve beaucoup plus stupide d'un côté, parce qu'il y a pas de différence comme capitalisme, communisme. On pouvait nous soupçonner, l'Union soviétique, qu'il voulait instaurer le communisme en France, en Belgique, en Italie. Et d'ailleurs, il y avait quelques tentatives. Au moins, il y avait une raison. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, sauf voilà cette manie de s'associer à l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine, c'est le futur de l'humanité, vous voyez. Et je me demande, les gens qui n'ont jamais été en Ukraine, qui n'ont jamais eu aucun intérêt en Ukraine, quand le Premier ministre de la France, Attal, je pense, quand il crie dans l'Assemblée nationale, du fond de ses tripes, comme il nous confie cette information, qu'il a un problème avec ses tripes, et il dit que vive l'Ukraine,
qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous voyez, c'est absurde. C'est absurde parce que pourquoi le Premier ministre de la France est tellement intéressé dans cette question? Donc il y a une déviation, il y a une perversité idéologique qui s'est... une vague de perversité idéologique qui a déferlé sur l'Europe. En parlant de la situation en Europe, on va parler de la France. Donc, par exemple, sur le bâtiment de la mairie de Paris, on peut voir les drapeaux ukrainiens. Voilà, en parlant de ça. Justement. Puis il y a cette déclaration d'Emmanuel Macron qui, donc, d'un côté, il dit que l'Europe doit viser l'autonomie stratégique, et de l'autre côté, il parle d'envoi des instructeurs français sur le territoire ukrainien. Puis voilà, la livraison d'avions de chasse. Ce sont des déclarations qui font le jeu de Washington. On peut dire que la France, elle joue en faveur des États-Unis. J'ai bien peur que la situation est pire. Parce que quand un pays joue en faveur d'un autre, c'est un jeu. Mais j'ai l'impression que les élites dirigeantes des pays européens, comme la France, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, aussi l'Angleterre, parce que bien que c'est une île, c'est plus proche de l'Europe que de l'Amérique, ces classes dirigeantes sont devenues un centre indépendant d'animosité vers la Russie. Je veux dire que même aux États-Unis, il y a des courants politiques qui critiquent la politique du président Biden de soutien excessif de l'Ukraine. C'est les républicains de la droite, comme Marjorie Taylor Greene, comme Donald Trump, comme DeSantis, le gouverneur de la Floride. Donc il y a tout un courant, une centaine, peut-être 110 membres du Congrès américain et quelques sénateurs qui se prononcent contre cette politique. En Europe, je ne vois pas de voix dans le système politique qui sont vraiment contre. Et je vois que tout est occupé par des Ursula von der Leyen qui se reproduisent comme des virus dans chaque pays et qui ont tous le même discours, tous le même point de vue, tous les mêmes yeux vides, tous les mêmes valeurs qui, à mon avis, sont pas des valeurs mais des manies idéologiques, et tous dans la tête des slogans mais pas des idées. Macron, le président de la France, essaye de démontrer qu'il a des idées. Mais ce ne sont pas des idées, ce sont des réflexes. Il essaye de faire passer des réflexes à ses ambitions personnelles, surtout, pour des idées. Macron, c'est toujours une phrase, et puis rien ne suit. Il a parlé de la mort du cerveau de l'OTAN. Tout le monde s'est réjoui. Voilà, enfin, un Français qui comprend que l'OTAN est devenu débile, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a suivi? Mais rien du tout. Macron, c'est la phrase. Macron, c'est la pause. Macron, c'est... on dit que l'histoire se répète toujours deux fois. La première fois, c'est un drame. La seconde fois, c'est une farce. Eh bien, Napoléon, c'était un drame. Macron, c'est une farce. Parlons de nos partenaires. Donc, l'amitié entre la Russie et la Chine. En mai, Vladimir Poutine a effectué une visite d'État en Chine. Les médias du monde entier, surtout les médias occidentaux, l'ont suivi de près. Vladimir Poutine a répété à plusieurs fois que l'amitié, donc la relation sino-russe, ne sont pas dirigées contre quelqu'un, mais les États-Unis n'y croient pas et la Maison-Blanche s'est dit préoccupée du renforcement de nos relations. Pourquoi les États-Unis ont peur de notre amitié? Et c'est assez évident parce que la Russie et la Chine, bien qu'ils déclarent que ça n'est dirigé contre quiconque, ont aussi déclaré que leur modèle pour le monde contemporain, c'est un monde multipolaire. Et comme l'a dit Condoleezza Rice, qui était autrefois secrétaire d'État des États-Unis, la conception du monde multipolaire contredit les intérêts nationaux américains. C'était formulé d'une manière très claire, que pour eux, c'est un monde unipolaire qu'ils veulent, avec les États-Unis en tête. Et donc déjà ça, cette différence de doctrine, vous voyez, nous voyons le monde différemment, fait de la sorte que les États-Unis, bien sûr, considèrent cette quasi-alliance entre Moscou et Pékin en tant que quelque chose de dangereux pour eux, ou au moins quelque chose qui s'oppose
à leur modèle de la construction du monde et à leur politique globale. Mais aussi, faut-il remarquer que les États-Unis ont absolument tout fait pour nous rapprocher. Alors là, c'est bravo. C'était la chose la plus stupide à faire. Ah, vous savez ce que a dit Churchill des Américains? Il a dit qu'on peut toujours compter sur nos amis américains, qu'après avoir épuisé toutes les possibilités, ils vont choisir la pire. Et donc, c'est justement ce qui s'est passé, parce qu'il y avait des gens intelligents autrefois aux États-Unis. Maintenant, il en reste quelques-uns. Je pense que je les connais tous. Il n'y a pas beaucoup. Mais autrefois, des gens intelligents comme Henry Kissinger, par exemple, ils disaient que Washington peut se permettre de se quereller avec Pékin si il a de bonnes relations avec Moscou. Il peut entrer en conflit avec Moscou si il a de bonnes relations avec Pékin, mais il ne peut pas se quereller avec Moscou et Pékin en même temps. Donc, la Russie et la Chine ne sont pas dangereux pour les États-Unis en tant que pays qui fomente des idées d'une agression contre l'Amérique. Non, nous n'avons pas de base au Mexique, nous n'avons pas de base au Canada. La Chine, d'ailleurs, que les États-Unis représentent comme un pays agressif. Et je me demande où est-ce qu'ils ont trouvé cette agressivité. Parce que la Chine, elle est où elle est. Elle n'envoie pas ses troupes au Panama ou au Nicaragua. Et donc, c'est pas dangereux. Nous ne sommes pas dangereux pour eux d'un côté militaire. Mais nous sommes dangereux pour leur idéologie, pour leur conception du monde, pour leur conception de leur exclusivité, de laquelle ils aiment tellement parler à tout le monde. Et nous, on leur dit, écoutez, with all due respect, you are not exclusive. En parlant de nos partenaires du groupe des BRICS, lors de la session de tout à l'heure, vous avez mentionné que les BRICS, c'est une parade de souveraineté. Vous pouvez un peu développer cette idée, s'il vous plaît? L'organisation, qui s'appelle BRICS, est née en 2010, si je ne me trompe pas, avec l'idée de créer un centre de consultation économique, mais aussi politique, qui serait indépendant de l'Occident, où il n'y aura pas les Américains qui sont un peu partout, il n'y aura pas de Français, il n'y aura pas d'Anglais. Donc, c'est une organisation du monde non occidental. Après 10 années d'existence, beaucoup de pays dans le monde, comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme le Pakistan, comme l'Inde, comme par exemple le Mexique et d'autres, la Turquie même, se sont intéressés aux BRICS parce que c'est une organisation d'un type nouveau, où il n'y a pas le grand chef. Il n'y a pas de grand Manitou. Voilà, parce que à l'OTAN, c'est les Américains, bien sûr. Le BRICS, c'est où les dirigeants des pays différents sont égaux. Oui, on comprend bien sûr la pesanteur de la Chine économique. On comprend bien sûr le poids militaire et nucléaire de la Russie. Mais ça ne donne pas naissance double leadership de deux pays seulement. Non. Le Chinois, le Russe, le Brésilien, le Premier ministre de l'Inde et tous les autres, ils sont à titre égaux. Et il n'y a pas de pays occidentaux dans cette organisation. Par définition, c'est une organisation non occidentale. Elle n'est pas tournée contre l'Occident. Mais à fait de ne pas avoir dans cette organisation pas un seul représentant du monde occidental, ça crée vraiment déjà de l'irritation dans le monde occidental. Macron voulait venir au summit de BRICS dans l'Afrique du Sud. On lui a dit, mais monsieur Macron, mais pourquoi? Il a dit, bon, parce que je suis un héritier de Napoléon. On lui a dit, bon, vous restez héritier à Paris. Voilà. Et il n'a pas aimé ça du tout. Donc, pour les pays de l'Occident, avec la politique qu'il mène, BRICS, c'est fermé. Et aujourd'hui, si vous joignez le BRICS au milieu d'une crise, mais très, très aiguë, très âpre, je dirais même, entre la Russie et la Chine d'un côté et les États-Unis et leurs alliés de l'autre, c'est une déclaration. Mais si l'Égypte joint le BRICS, elle dit « Moi, l'Égypte, je suis indépendante de l'Occident. Je fais ce que je juge correspond à mes internationaux. Le président de l'Égypte ne prend pas le téléphone pour appeler Washington, écoutez, est-ce que j'ai l'autorisation de joindre au BRICS? Il ne fait pas ça. Il dit, je joins un BRICS, et les Américains, ils peuvent aller se balader. C'est important. C'est, je dirais, une
une dissidence vis-à-vis le monde occidental, qui se considère toujours en tant qu'une hégémonie mondiale. Et donc, c'est une démonstration de la dissidence. Dissidence égale souveraineté. Et donc, c'est une parade de souveraineté, le BRICS aujourd'hui, avec ces 10 pays qui sont membres et une dizaine d'autres qui aspirent à joindre. Oui, c'est une déclaration de souveraineté. C'est la chose la plus principale. Oui, il y a des consultations, il y a des summits, il y a des rencontres des ministres des Affaires étrangères. Il y aura un grand summit des leaders de BRICS à Kazan, la capitale du Tatarstan, en octobre, en Russie. C'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'image que le monde devient multidimensionnel, que un grand nombre de pays, la majorité globale, n'accepte plus ce monde unipolaire que les Américains et leurs alliés essaient de maintenir jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que BRICS a une valeur symbolique dans la politique d'aujourd'hui, internationale, extrêmement importante. Extrêmement importante. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment, je me rappelle, dès les débuts, que la presse occidentale, ils croyaient, ah non, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une alliance militaire, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas ça, pas ça. Et puis, avec chaque année, quand le BRICS se développait, il y avait toujours plus de, d'appréhension. Mais ça se passe sans nous. C'est peut-être contre nous. C'est contre notre idée du monde. Oui, c'est contre votre idée du monde. Nos partenaires africains. Ici, donc, il y a pas mal de participants qui sont venus des pays africains et le niveau de nos relations, c'est difficile de l'ignorer parce que nous avons de très bonnes relations en ce moment, je crois, qu'avec le continent africain. Quelle est la raison? L'Afrique est une composante de futur parce que c'est un continent très jeune. C'est un continent de 1,3 milliard d'habitants et la majorité, surtout vis-à-vis de l'Europe ou les États-Unis, les vieux pays, la majorité sont des gens qui n'ont pas encore 40 ans. C'est un marché énorme et une énorme perspective. Si vous organisez le processus d'éducation, d'intégration de ces jeunes dans une activité économique rationnelle, c'est un continent qui donne beaucoup de promesses, surtout avec ses matières premières, parce qu'il y a tout en Afrique. En fin de compte, il y a tout en Afrique. On a fait une faute dans les années 90 quand on s'est dit, bon, l'Afrique, l'Union soviétique a investi beaucoup dans l'Afrique, ça n'a rien donné, on s'en va. Et on a commencé à fermer des ambassades et à se défaire de l'Afrique un peu. C'était la politique de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kozyrev. Mais aujourd'hui, on a complètement compris que ce n'était pas une voie à suivre. Et on revient en Afrique, on revient en force. Et je dirais que cet intérêt n'est pas purement économique, c'est beaucoup plus important. Nous offrons une alternative à la relation avec les Français, par exemple, pour l'Afrique occidentale et centrale. Parce que les Français, en Afrique, surtout centrale, ils se sont fait une mauvaise réputation. Et je pense que Macron est irrité par le fait que nous devenons plus importants au Mali ou en Afrique centrale, au Tchad. La République centrafricaine. Oui, la République centrafricaine, au Niger, que la France, qui était le métropole d'autrefois. Mais c'est encore une faute à eux. Nous y sommes parce que les gens ne veulent plus de présence française, au moins au tel niveau qu'elle était autrefois, parce qu'ils la jugent néfaste pour leur développement. Donc, pour l'Afrique, les relations avec la Russie, c'est une possibilité de renforcer leur souveraineté. Et je pense que c'est le facteur le plus important. L'économie et le commerce vont se joindre. La dernière question, donc la politique extérieure de la Russie et de ses alliés vise à mettre en place un monde multipolaire, on en parle beaucoup. D'après vous, un jour, on y arrivera? Il n'y aura jamais de monde idéal. Comme il n'y a pas de vie idéale. Il y aura toujours des... Mais je pense que le monde va changer de modèle. Parce que l'Occident a dirigé le monde pendant 500 ans. Après la découverte de l'Amérique et les grandes conquêtes coloniales, l'Occident est devenu le maître du monde. Il menait des guerres avec les Japonais pour des conditions de commerce qui seraient positives pour les Européens et pas trop positives pour les Japonais ou pour les Américains. Donc, c'est une politique impérialiste de 500 ans, mais l'histoire ne s'arrête jamais. Et on a vu
destruction des empires qui paraissaient immuables, l'Empire romain. Donc, l'Occident n'est pas en capacité de diriger le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, qui se diversifie, qui devient très différent, où il y a beaucoup d'aspirations nationales, et ainsi de suite. Donc, je pense que le monde va changer de modèle. Donc, on y arrivera, mais pas demain. Ça va prendre du temps, parce que le système établi par l'Occident conserve une puissance, même d'inertie, parce que les institutions, par exemple, qui ont été créées par l'Occident, comme le Fonds monétaire international, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la Banque mondiale? Vous ne pouvez pas organiser d'autres institutions dans 2 jours, dans 3 jours, même dans 2, 3, 4 années. Ça sera une révolution en longueur. Mais le modèle va changer vers un monde plus équitable, plus balancé, je dirais, où l'Occident ne va pas jouer le rôle de cette puissance ultime qu'il a joué pendant une très grande période, parce que, économiquement, c'est impossible. Parce que les États-Unis, qui avaient 44% de la production mondiale en 1960, maintenant ont seulement 14% de la production mondiale. Tout simple. Et les Chinois ont 18%. Et donc, le monde devient différent. Il y a, parmi les top 10 économies du monde, il y a 5 pays non occidentaux. C'est la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Et seulement 5 pays de l'Occident. Et 2 d'entre eux occupent la 9e et 10e position, et ils sont candidats à la deuxième ligne. C'est la France et l'Angleterre. Donc, ça serait des pays non occidentaux qui vont prendre leur place. Donc, l'économie change. Et c'est une chose objective. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez dire que c'est très désagréable pour les Occidentaux, mais c'est les chiffres. Et les chiffres, c'est la puissance. La puissance économique de l'Occident est en train, petit à petit, mais de s'effondrer. Et donc, il y aura d'autres centres d'influence et de pouvoir économique et politique qui vont prendre la place. Et ça sera une nouvelle répartition des forces dans le monde, qui, à mon avis, fera de la sorte qu'il n'y aura pas de centre ultime, comme les États-Unis d'aujourd'hui. Ils resteront une grande puissance, ça à coup sûr, mais parmi d'autres. Peut-être une des plus grandes parmi d'autres, mais pas le seul. Et ce modèle va absolument changer, parce que toute la logique économique et tout le développement du monde pointent dans cette direction. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pouchkov. La conversation était très substantielle. Je vous rappelle que c'était Alexei Pouchkov, président de la Commission pour l'information et les médias du Conseil de la Fédération de Russie, chambre haute du Parlement russe.